Donald Trump, ange ou démon? Donc, c'est le titre de l'enregistrement présent qui est produit lors du mois de novembre de l'année 2024. Donc, il est fait suite à son élection. Donc, pour le mandat présidentiel des États-Unis, donc pour l'année 2024. Et pourquoi ce sujet? Eh bien, parce que il y a des gens qui ont un regard extrêmement polarisé par rapport à ce politicien américain. Il y en a certains qui vont le considérer comme étant un ange, le sauveur des États-Unis, voire même le sauveur de l'humanité, qui va rétablir un ordre nouveau, qui va permettre la croissance économique à vitesse grand V des États-Unis, redonner la grandeur aux États-Unis, donc Make America Great Again en anglais, et ensuite faire le ménage par rapport au fait que depuis plusieurs années, de nombreux immigrants illégaux sont rentrés aux États-Unis, donc pour éviter une forme de chaos social, pour rétablir l'ordre aux États-Unis. Eh bien, certains voient Donald Trump comme le sauveur, tandis que d'autres, au contraire, vont le voir comme étant un démon, un être diabolique, un être grossier, un être qui manque de manière, qui manque de savoir-vivre, un être impulsif, un mégalomane, un homme extrêmement orgueilleux, un être dominateur. Donc, il y en a qui vont le voir sous la forme du diable, de l'antéchrist, donc d'un monstre énergétique. Peu importe, là, il y a plusieurs façons de le voir. Il y en a qui le voient comme étant un individu misogyne, raciste, un individu qui pense juste à l'argent, qui se fout de l'environnement et des changements climatiques. Un individu qui va placer le monde dans un état de tension mondiale importante, voire même de chaos, en relation avec le fait qu'il s'oppose à la lutte des changements climatiques, qui mettrait même en danger les prochaines générations de par ses politiques et même la survie de l'humanité. Bon, vous voyez, il y a plusieurs portraits qui peuvent être faits là, par rapport à Donald Trump. La personne qui vous parle vit au Québec. J'ai été exposé aux médias québécois pendant la période électorale, donc de l'année 2024, dans les années passées aussi. Et qu'est-ce que font les médias au Québec, comme font d'autres médias dans d'autres pays occidentaux? Bien, ils vont diaboliser Donald Trump systématiquement. Fait qu'eux autres, la perspective que Donald Trump, c'est un démon, c'est le mal incarné, elle est véhiculée d'une manière pas tout le temps très subtile. Des fois, c'est à travers les propos de commentateurs politiques qu'on nous présente. Ensuite, c'est à travers aussi la sélection d'extraits, de clips vidéo de quelques secondes de conférences ou de prises de parole publiques de Trump qu'on va nous présenter, qui sont des avantages. Ensuite, aussi à travers la présentation de gens de la population qui sont interviewés dans le cadre de Vox Pop par des journalistes qui ont des opinions extrêmement défavorables par rapport à Donald Trump. Donc, c'est ce genre d'éléments qui sont présentés. Il y a des gens qui vont être interviewés, vont dire, bon, Donald Trump fait reculer la lutte au changement climatique, fait reculer aussi par rapport aux droits des femmes à l'avortement, et ainsi de suite. Donc, des propos comme ça qui sont présentés. Mais qu'en est-il vraiment par rapport au personnage? Donc, où est-ce que je vis au Québec, le royaume de la pensée unique dans les médias de masse, donc que ce soit Radio-Canada ou également TVA, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant la campagne présente? Puis ils ont fait les mêmes choses pour d'autres campagnes électorales américaines, que ce soit celle de 2020 ou de 2016, on nous l'a toujours présenté sous un jour défavorable, donc d'une polarisation négative à l'égard du personnage pour que les gens de la population ne l'aiment pas. Et leur stratégie dans l'optique d'influencer le vote, entre autres, parce que si les gens ne l'aiment pas, ben, ils n'auront pas le goût de voter pour lui. Donc, cette programmation mentale, médiatique qu'a tenté de faire sur les cerveaux humains de nombreux médias en Occident. Il y a des médias aussi en Europe, aux États-Unis qui sont très opposés là, au retour au pouvoir de Donald Trump, là, qui le voit comme étant le mal incarné.
eh bien, ça n'a pas fonctionné. Donc, en dépit de tous les efforts de TVA, Radio-Canada et d'autres médias de masse d'influencer les esprits pour que les gens ne votent pas pour Trump, ça n'a pas eu le résultat escompté, il a été élu. Donc, tout ça pour dire quoi? C'est que cette situation fait voir les limites de l'influence médiatique par rapport aux gens de la population qui, dans certains cas, vont plutôt tourner leur regard. Donc, on a vu les limites de l'influence des médias de masse, mais il y avait aussi simultanément une influence grandissante sur les réseaux sociaux, sur le web, par rapport à des médias alternatifs qui sont pro-Trump, qui vont présenter Donald Trump comme étant la personne qui va faire le nettoyage de l'État profond, donc par rapport à la corruption intestine aux États-Unis, qui va réformer des éléments là, au niveau de l'État américain dans l'optique de l'améliorer, etc. Donc, il y a des gens dans les médias alternatifs qui ont présenté Donald Trump comme étant le sauveur, alors que dans les médias officiels, pour ce qui est du Québec, on peut dire que d'une manière unilatérale, il a été présenté comme étant un démon. Donc, et les médias alternatifs ont de plus en plus un poids politique important au fil des ans. Pourquoi? Parce que dans les médias officiels, il y a de la désinformation, puis avec le temps, les gens s'en rendent compte. Mais tout ça pour dire que ce qui est le plus intelligent de faire, c'est pas de croire que Donald Trump, c'est un ange parce qu'on nous le véhicule comme étant le sauveur de l'humanité dans certains médias alternatifs. Et c'est pas non plus de croire que c'est le diable incarné parce qu'on nous présente une vision diabolisée de lui dans les médias officiels. Mais ce qui est le plus intelligent de faire, c'est de faire de l'étude du personnage, de son agenda politique, de son programme électoral pour évaluer les choses par soi-même au lieu d'adhérer, dans le fond, au prêt-à-penser des médias de masse parce qu'on a le prêt-à-porter au niveau de l'habillement, des vêtements, mais aussi on a le prêt-à-penser, c'est-à-dire les médias de masse vont dire aux gens comment penser et il y a beaucoup de personnes qui vont gober ça sur le pilote automatique n'ayant pas une once d'esprit critique, dans le sens que si la personne entend continuellement dans les médias de masse depuis le début de la campagne, voire même depuis plusieurs années, que Donald Trump va en compte des intérêts généraux de l'humanité, puis il va répéter ça parce qu'il a entendu ça à la TV, c'est pas un signe d'intelligence. Donc c'est ça. C'est que la personne doit être lucide puis être capable de faire preuve d'une conscience individualisée pour évaluer les choses par elle-même. Et l'exercice que je vais faire dans les prochaines minutes, ça va être d'évaluer par moi-même le président Donald Trump en m'appuyant sur des articles de médias qui font la description de son programme électoral. Puis je vais évaluer ça pour voir si c'est le diable ou un ange. Puis je vais porter un jugement en lien avec ça. La meilleure chose, naturellement, c'est d'évaluer par soi-même. C'est ce qui est le plus intelligent à faire, plutôt que tout simplement adhérer à ce qu'on nous dit, puis être les perroquets des médias de masse ou alternatifs en étant, dans le fond, dans un état d'influence là, par rapport à eux. Donc, je vais m'appuyer sur des articles que vous allez retrouver en bas de l'enregistrement présent. Il y en a un d'entre eux qui s'intitule « Le présidentiel américaine 2024 », 2 points, le programme de Donald Trump. Donc, ça vient du média Le Soir. Ensuite, un autre article, c'est « Au fait, c'est quoi le programme de Donald Trump? » Point d'interrogation, de Marianne. Donc, je vais faire des lectures de passage en lien avec ces articles et les commenter. Donc, et j'invite les gens qui m'écoutent à en faire pareillement. Évaluez par vous-même qu'est-ce qui est réel ou pas par rapport à Donald Trump, parce qu'il y a beaucoup de désinformation qui est dit par rapport à lui. Il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup d'enflures médiatiques. On va exagérer certains de ses propos, certains de ses gestes aussi. Donc, tout d'abord, par rapport à son programme, l'une des dimensions qui a été souvent mise de l'avant, c'est celle qui se rapporte à l'immigration. Donc, je vais faire la lecture de passage d'articles. La fermeture des frontières et un stop à l'immigration aux USA figure en tête des promesses du programme électoral de l'ex-président Donald Trump. Il souhaite entreprendre la plus grande opération de déportation
de l'histoire américaine, car selon lui, des millions de criminels sont entrés aux États-Unis au cours des années passées. J'arrête ici la lecture. Qu'est-ce que j'évalue par rapport à ça? Ben, il y a eu plein d'immigrants illégaux aux États-Unis, c'est pas tout nécessairement des enfants de cœur, ce monde-là. Ça se peut qu'il y ait des criminels par rapport à eux, puis ça se peut que ce soit intelligent aussi de faire un ménage. Là, il y a des gens, la minute qu'on va dire ça, ils vont dire « ben, t'es raciste » ou « Donald Trump est raciste de dire telle chose ». C'est pas nécessairement être opposé aux gens de différentes ethnies, différentes cultures. C'est tout simplement, à mon avis, du gros bon sens. Pour ce qui est de la politique européenne, Marine Le Pen, qui était opposée à l'immigration illégale, s'est fait longtemps taxer de racisme, d'extrême droite, d'Asie. Mais à un moment donné, ces étiquettes pour discréditer une position qui va à l'encontre des intérêts internationalistes a ses limites aussi. Parce que à un moment donné, il y a les gens aussi qui souffrent les répercussions. Dans le sens que si, par exemple, on va prendre ce que je connais très bien, la situation du Québec. Au Québec, depuis plusieurs années, on accueille massivement des gens issus de l'immigration, entre autres des demandeurs d'asile. Au début, quand les gens franchissaient d'une manière illégale le chemin Roxham entre les États-Unis et le Québec, on disait la réalité. C'est des gens qui entrent dans l'illégalité au Québec. Et là, par la suite, les médias ont dit non, c'est des entrées irrégulières et on va les appeler des demandeurs d'asile. Donc, on a changé les mots parce que ça va dans le sens d'un agenda mondialiste. Et le point que je veux faire, c'est que si la personne, au lieu de prendre la porte d'entrée pour entrer dans une maison, c'est-à-dire l'entrée officielle à la douane, et la personne à la place passe par la fenêtre ou la cour arrière pour rentrer dans un domicile, c'est pas ce qui est souhaitable. Et comme on est mou au Québec depuis plusieurs années et qu'on a des bonnes poires spirituelles, habituellement, on va dire, oui, venez-vous-en les immigrants, nous autres, on est une terre d'accueil, nous autres, on est gentils, on est généreux. Des grands êtres spirituels, il y en a beaucoup au Québec là, qui veulent sauver l'humanité pour compenser pour les déséquilibres de d'autres pays. Sauf que, depuis quelques mois, quelques semaines, une réalité brutale frappe la situation au Québec, dans le sens que la pénurie de logements augmente. C'est sûr que plus que de monde qui arrive ici, plus que ça va créer une pression sur le marché immobilier, puis la valeur des maisons. Et le coût des logements à chaque mois risque d'augmenter. Ça prend pas un doctorat en sciences économiques pour comprendre ça. Et ensuite, il y a le nombre par la suite des gens qui vont faire de l'itinérance qui augmente. Ensuite, il y a des problèmes d'accès au réseau de la santé pour de nombreuses personnes issues de l'immigration ou pas. Ensuite, les problèmes d'accès au réseau de l'éducation. Il y a des problèmes par rapport à manque de place dans le service de garde aussi, manque de place aussi dans les écoles. Donc, des problèmes sociaux. Et là, les gouvernants commencent à réaliser que finalement, il y a une capacité limitée d'absorption des gens issus de l'immigration. Et là, ça commence à se parler. Puis même Justin Trudeau a reculé de 20% ses objectifs, c'est-à-dire au lieu de viser 500 000 personnes issues de l'immigration par année, il a, dans le fond, revu ses objectifs à la baisse en les diminuant de 20%. Pourquoi? Il commençait à être moins populaire dans les sondages. Puis, il y a des gens de la population qui sont à présent en état de rupture par rapport à l'agenda gouvernemental qui était de faire venir ici massivement des immigrants. Et pour ce qui est des États-Unis, ils sont confrontés à une situation où, sous l'administration Biden, comme celle de Trudeau, il y avait un message de bienvenue aux demandeurs d'asile, les États-Unis, c'est une terre d'accueil, mais ça a ses limites. Il y a des gens qui sont contrariés de la situation aux États-Unis en lien avec l'immigration et qui évaluent que la situation a dégénéré. Donc, à un moment donné, il y a des gens sans doute spirituels qui vont être offusqués de certaines politiques de Trump, vont voir ça comme étant brutal, de vouloir déporter des gens, c'est pas humain. Oui, mais la question à se poser,
Est-ce que c'est dans l'intérêt des États-Unis? Est-ce qu'il y a une immigration hors de contrôle ou le Canada, on est leur voisin? La réponse, c'est non. C'est pas intelligent. Ça prend une meilleure planification pour que les gens issus de l'immigration aient accès à des logements décents, qu'ils ne soient pas confrontés comme aux États-Unis où il y a, un peu comme au Canada, en fait, une augmentation à vitesse grand V de la valeur du parc immobilier, des maisons qui augmentent de valeur. Il y a une pression. Plus que de personnes qui veulent avoir des maisons, plus qu'un peuple devient nombreux rapidement, plus que le coût de l'habitation devient cher, puis ça fait en sorte que les jeunes qui veulent s'acheter une première maison, mais ça devient de plus en plus difficile pour eux l'accès à la propriété. Il y a des réalités très pratiques, très terre à terre. Donc les gens qui sont très spirituels, qui veulent sauver tout le monde, ça a ses limites. Moi, c'est sûr, j'embarque pas là-dedans. Et puis, moi, je suis de l'avis que les États-Unis, avec le slogan de Donald Trump, America First, qui commencent à penser par eux-mêmes comme il faut. D'ailleurs, un adage qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même », que les États-Unis commencent à s'occuper des gens de leur population, que le Canada en fasse autant avant de vouloir sauver tout le monde un peu partout au sein de l'humanité. Et là, la seule légitimité que je vois par rapport aux États-Unis envers le monde, dans l'optique de prendre des immigrants par rapport à des désordres sociaux, c'est que si les États-Unis sont impliqués avec la CIA dans des désordres sociaux de d'autres pays, je vous donne un exemple concret. Les États-Unis, eh bien, ça, selon des documentaires que j'ai vus, différentes sources d'informations ont été impliquées dans un coup d'État au Guatemala il y a plusieurs années pour qu'il y ait le renversement d'un régime politique. Et c'est sûr que si les États-Unis créent une situation au Guatemala qui amène par la suite des problèmes politiques importants, la mise en place d'une dictature, et que la population souffre, puis par la suite, il y a des gens du Guatemala qui veulent aller aux États-Unis. Si c'est les États-Unis qui ont été responsables, tout au moins en partie, des troubles sociaux, ben c'est sûr qu'il peut y avoir une responsabilité, à une certaine mesure, d'accueillir des immigrants. Parce qu'ils ont participé aux problèmes sociaux qui amènent ces gens à vouloir migrer. Mais les États-Unis n'ont pas nécessairement accepté des immigrants de différents peuples. Ils ne sont pas responsables au niveau karmique, au niveau de leur État, par rapport à leur collectif de désordre ou de déséquilibres sociaux importants. Même chose par rapport au Canada. Le Canada n'a pas nécessairement besoin d'accueillir plein de personnes de différents pays qui vivent des troubles politiques dont ils n'ont pas, le Canada n'a pas la responsabilité. À un moment donné, c'est pas parce que, par exemple, tes voisins, ils gèrent ça d'une manière qui n'ont pas d'allure, leur maison, qu'il y a des gens qui meurent de faim, il y a des gens qui se font battre, se font tuer, sont persécutés, que toi, tu as à compenser pour leur mauvaise gestion. Mais quand on est spirituel, on veut compenser pour tout le monde, on veut sauver l'humanité, on veut être des bonnes personnes, on veut se prouver qu'on a le cœur sur la main, qu'on est dans l'amour. Ouais, mais ça a ses limites. Et puis c'est sûr que les limites, ben, c'est des chocs de réalité. Il y a des gens qui vont accueillir des personnes de d'autres pays, puis ces personnes-là des autres pays, au lieu de les remercier, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vouloir implanter une dictature religieuse au sein de la population du pays hôte, et ils vont vouloir faire ça au nom de l'amour de Dieu. Et au nom de l'amour de Dieu, ben, ils peuvent vouloir imposer des croyances. Donc, des croyances qui vont aller à l'encontre de l'égalité homme-femme, des croyances aussi qui peuvent amener à forcer les femmes à porter le voile, ou si elles ne portent pas le voile, d'être insultées, d'être injuriées sur la rue, donc qui n'adhèrent pas à leur vision du monde. Et ça, ils font ça au nom du bien. Il y a des gens qui, au nom du bien, ils vont vouloir commettre ce qu'ils vont appeler des crimes d'honneur. Ils vont tuer leur femme. Ils vont la violer, ils vont la battre, mais ils vont dire « Ah, ça fait partie des coutumes, ça fait partie des croyances religieuses. » Et que eux autres, dans le fond, dans leur rapport à la conscience, de leur perspective, ben, ils vont agir pour faire le bien. Donc, et ça, c'est sûr que il y a des croyances qui sont extrêmement lourdes, extrêmement rigides, qui peuvent aller à l'encontre des intérêts démocratiques. Et c'était aux gens d'être lucides. Puis c'est aux gens de voir est-ce qu'ils veulent accueillir des gens qui vont leur imposer un agenda religieux et faire reculer les droits démocratiques, les droits des femmes, les droits des homosexuels. C'est aux gens, de voir par rapport à ça, mais l'individu qui a une colonne vertébrale, qui a une volonté, est capable de dire non, même si ça va déplaire à certaines personnes.
Donc, et c'est sûr que moi, en tant qu'individu, ben, je suis de l'avis que par rapport à l'immigration, ben, Donald Trump, il fait bien de se tenir debout, qu'il y a des limites à faire n'importe quoi. Donc, accueillir plein de personnes qui, dans le fond, vont en fait faire avoir toutes sortes d'agendas, ben, je pense que ça peut être intéressant de s'assurer que les gens qui arrivent, qui ont un agenda qui est compatible avec celui de la population ambiante. Je pense que ça peut être la moindre des choses. Puis s'assurer aussi que ces gens-là ne sont pas associés au crime organisé. Donc, c'est sûr que si, par exemple, il n'y a pas de contrôle à la frontière entre le Mexique et les États-Unis, puis il y a plein de narcotrafiquants qui arrivent aux États-Unis pour vendre de la drogue, et qu'il y a une hausse par la suite du crime organisé aux États-Unis, ben là, il y a quand même une situation qui est propice à ça. Il ne faut pas être surpris de la situation, puis ça dégénère. Donc, Donald Trump, c'est sûr qu'il veut terminer et reprendre la construction du mur qui sépare les États-Unis du Mexique. Là, il y a des gens qui vont dire, regarde, c'est un être qui est fermé aux autres, qui est fermé à l'immigration. Ben oui, mais c'est parce qu'il y a des limites aussi, là. Et c'est sûr que c'est souvent à travers la souffrance, dans le sens que si quelqu'un, par exemple, il voit son enfant se faire tirer sa rue dans le cadre d'une guerre entre deux gangs opposés de narcotrafiquants affiliés à des gens qui vont vendre de la drogue en Amérique du Sud, c'est peut-être là que la personne va dire, ouais, il y a des limites à l'immigration, puis à l'immigration surtout illégale. Donc, c'est important que les gens qui arrivent ici soient bien vérifiés par rapport à leurs papiers pour éviter que, à quelque part, la situation se dégrade, qu'il y ait une astralisation plus grande des gens aux États-Unis qui va créer un climat de chaos social. Parce que là, s'il y a de plus en plus de gens qui se tirent sur la rue, qui se font la guerre, parce qu'ils vont vouloir s'opposer pour avoir le contrôle de la drogue qu'ils font importer de pays d'Amérique du Sud, ben là, les États-Unis vont avoir un esti de problème. Bon, je vais continuer parce qu'il y a d'autres sujets aussi. Pour ce qui est de l'avortement, en fait, Donald Trump, il soutient la décision des juges conservateurs de la Cour suprême, estimant qu'il revient désormais aux États fédérés américains de choisir la politique que leur population souhaite, plutôt que ça soit par rapport, dans le fond, au niveau, par rapport aux États-Unis en général. Donc, au lieu que ce soit de niveau national que les femmes aient le droit à l'avortement, ben là, c'est du cas par cas selon les États. Bon, c'est sûr que moi, par rapport à ça, en tant qu'individu, j'étais plus de l'avis que au niveau national, le droit à l'avortement soit garanti aux femmes, peu importe l'État. Mais bon, ça y appartient, mais je dirais pas qu'il est nécessairement diabolique par rapport à ça. C'est juste que au niveau d'une décision, au niveau que ce soit au niveau national, ben c'est au niveau des États qui est ramené la possibilité ou non d'avoir accès à l'avortement. C'est changer de palier gouvernemental par rapport à ça, de juridiction, tout simplement. On pèle ça dans la Cour des États plutôt que ça soit de niveau national la décision. Ensuite, je vais continuer pour ce qui est de la politique internationale et la diplomatie. Donc, en matière de politique étrangère, Israël s'est imposé comme un sujet important dans la campagne électorale. Donald Trump a exprimé à plusieurs reprises son soutien à Israël et a affirmé que la nouvelle guerre à Gaza n'aurait jamais commencé s'il avait été président. J'arrête ici la lecture d'un passage. En fait, ça j'ai des doutes que Donald Trump aurait pu empêcher que la guerre se déroule entre Israël et Gaza là, depuis les derniers mois. Là. J'ai des doutes. Je vais continuer à lire. Le républicain a déclaré qu'il est dans l'intérêt des États-Unis. Là, il parle par rapport à l'invasion russe en Ukraine, que cette guerre cesse. Il dénonce cependant régulièrement les montants débloqués par Washington pour Kiev depuis 2022. Il a maintes fois prétendu que s'il était réélu, il réglerait le conflit entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures, sans jamais expliquer comment. Il a régulièrement mis en avant qu'il entretient de bonnes relations avec le président russe Vladimir Poutine. Bon, j'arrête la lecture. Bon, de dire qu'il va régler le conflit entre la Russie et l'Ukraine en 24 heures, ça ressemble un peu à de la pensée magique. Quoique,
En fait, si il crée une entente où il va céder les territoires, entre autres, du Donbass, au sud de l'Ukraine, à la Russie, ça se peut que ça puisse se régler. Donc, laisser la Crimée à la Russie aussi, là, parce que, dans le fond, l'Ukraine fait des revendications pour retrouver des territoires qu'il avait. S'il dit non à l'Ukraine, vous ne retrouvez pas vos territoires. Ceux qui sont conquis avec la Russie restent à la Russie, mais vous avez une entente de paix. Ça se peut en effet que ça fonctionne. Donc, sinon, et je suis de l'avis aussi que Washington, aux États-Unis, en fait, ont débloqué plusieurs milliards pour soutenir l'Ukraine par rapport à la Russie, et ça ne fonctionne pas. Dans le sens que l'Ukraine n'a pas repris les territoires conquis en dépit de tous les milliards et de tout le matériel militaire qui leur a été acheminé, que ce soit par rapport aux États-Unis, le Canada et d'autres pays comme l'Allemagne. Cette stratégie ne fonctionne pas. Fait qu'à un moment donné, les gens, il faut qu'ils voient clair là, que ça ne donne pas les résultats escomptés depuis plus de 2 ans. Là. À un moment donné, il y a des limites et je pense que Donald Trump peut amener une façon différente de faire les choses parce qu'avec Kamala Harris, probablement, s'il aurait été élu, ça aurait été la même politique que Biden qui serait poursuivi et que probablement que dans 4 ans, il aurait continué à dépenser encore un paquet de milliards là, en Ukraine, puis de dire on soutient les Ukrainiens pour bien paraître, pour paraître des gens qui ont un souci humaniste à leur égard, alors que dans les faits, qu'est-ce qui se passe en arrière-plan? Ben, c'est que il n'y a pas de changement au second niveau dans le conflit. Dans le sens que l'Ukraine ne retrouve pas ses territoires, donc concrètement, ça ne donne pas les résultats escomptés. La seule chose que ça permet, c'est que ça permet massivement aux États-Unis de stimuler la machine de guerre en produisant des armes et par la suite d'endetter l'Ukraine, qui tôt ou tard aura à payer, soit en argent seulement ou par rapport à ses ressources. Donc, un peu comme une personne qui a une dette qui est incapable de payer, ben qu'est-ce qui va arriver? On envoie le huissier puis on saisit les meubles. Donc, éventuellement, peut-être que ce soit par rapport à des ressources à l'égard de métaux, ou également du blé en Ukraine, que les pays qui ont généreusement soutenu l'Ukraine dans l'effort militaire pour les aider, ben ils vont aller prendre leurs ressources, un peu comme le huissier qui saisit les meubles. Donc, même principe. C'est un peu sournois, là, se présenter comme étant une bonne personne au niveau international, mais implicitement chercher à tirer profit de la situation pour s'enrichir. Parce que qui va sortir qui sort grandi de ce conflit-là, ben c'est les États-Unis. Ils produisent plus d'armes, puis dans le fond, ils vont endetter massivement un pays. Donc, il faut être lucide par rapport à ce qui se passe. En fait, je continue. Sur le plan commercial, ils souhaitent, par exemple, imposer des droits de douane supplémentaires aux importations étrangères afin de protéger l'industrie américaine, notamment envers la Chine. Ben oui, America First, hein? Il va s'occuper d'une croissance économique aux États-Unis d'abord, puis par la suite, il va, que ce soit le Canada aussi, là, il va mettre des droits douaniers pour limiter les importations du Canada, de d'autres pays aussi. Pourquoi? Ben faire passer en priorité les intérêts des Américains, et je le comprends très bien. Comme je disais tantôt, je vois dans le sens de l'adage qui dit « Charité bien ordonnée commence par soi-même ». Pour ce qui est d'économie et fiscalité, il compte s'attaquer à l'inflation en augmentant notamment la production d'énergie domestique. Il prévoit aussi de ne plus imposer de taxes sur les pourboires dans le secteur de l'hôtellerie. Il prévoit aussi baisser les impôts de 35 à 20 ou même 15 pour favoriser l'industrie sur le sol américain. Il a également pour ambition de relocaliser certaines industries et forcer des entreprises à ne plus délocaliser leurs emplois si elles veulent coopérer avec le gouvernement fédéral. Donc, il va chercher à amener la croissance aux États-Unis, et le simple fait de l'annonce de son élection a eu un effet haussier sur le marché boursier avec les bourses du Nasdaq, du SP500, du Dow Jones aux États-Unis, pour ne prendre que ces 3 indicateurs fondamentaux, donc du marché américain à l'égard des actions boursières. J'ai été voir la bourse et je voyais qu'il y avait une euphorie
par rapport à des gens, par rapport à la bourse, mais aussi par rapport à la hausse extrêmement rapide par rapport à plein de titres boursiers. Si on pense entre autres à Tesla, puis c'est sûr tous les fonds négociés en bourse là, qui vont suivre le SP500, Nasdaq et compagnie. Donc, ça a l'air, la bourse a réagi favorablement à son arrivée et je peux comprendre, ne serait-ce qu'en lien avec les quelques mesures que je viens d'aborder. Donc, par la suite, pour ce qui est du climat, donc les fameux changements climatiques qu'on dit qui sont attribués à l'être humain, Donald Trump, qui a par le passé estimé que le réchauffement climatique était un canular, souhaite renverser une série de législations en faveur du climat introduites par l'administration Biden. Elles seraient, selon lui, alimenté l'inflation. Il souhaite aussi que les USA se retirent de l'accord de Paris sur le climat, ce qui faisait aussi partie de ses promesses de campagne pour son précédent mandat. Il veut aussi supprimer des restrictions à la production énergétique américaine, notamment avec les énergies fossiles. Il prévoit de lever les restrictions sur la production de pétrole, de charbon et de gaz. Il compte poursuivre la politique mise en place en 2016 en favorisant les énergies fossiles, indispensables selon lui à l'indépendance énergétique des États-Unis. Donc, je finis la lecture d'extraits d'articles et je vous dis ceci. Par rapport au changement climatique, lui, grosso modo, l'histoire du réchauffement climatique qu'on nous conte depuis plusieurs années, il s'en fout, causé par les êtres humains, essentiellement. Et il est pour les énergies qui peuvent être quand même très polluantes. Là, on parle de charbon, de gaz. Et ce que je dirais, c'est que ça lui appartient. Sa priorité, c'est l'économie. C'est sûr que pour ce qui est des changements climatiques causés par l'être humain, il y a sans doute des gens qui ne m'apprécieront pas, mais c'est ainsi. J'avais déjà fait un enregistrement dans le passé où j'avais abordé le sujet. Et ce que ça me dit intérieurement, c'est que, dans le fond, essentiellement, les changements climatiques ne sont pas causés par l'activité humaine. Certes, l'augmentation des gaz à effet de serre peut moduler l'expression du climat, mais c'est à une très faible échelle. Et que l'être humain ait une activité industrielle importante ou pas, le climat va changer pareil. Pourquoi? Plusieurs variables. Dans le sens que ne serait-ce que le fait qu'il y a eu des cycles d'air glaciers dans le passé. Pour les gens qui s'intéressent à l'histoire de notre Terre, il y a eu des périodes de glaciation. Il y a eu des périodes par la suite de réchauffement qui ont alterné avec d'autres périodes de glaciation. Il y a des variables liées à la position de la Terre par rapport au système solaire qui fait en sorte que si, par rapport à l'ellipse de la Terre, elle se retrouve à une certaine distance du Soleil, ben, la température va être plus chaude plutôt que plus froide. Et ainsi de suite. Donc, il y a l'oscillation de la Terre qui peut modifier l'expression du climat. Et il y a multiples variables. Et moi, vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, je suis d'avis qu'en effet, l'histoire des changements climatiques essentiellement causés par l'activité humaine qui cherche à culpabiliser massivement les êtres humains. Autrefois, on disait aux gens que vous êtes mauvais parce que vous avez une vie sexuelle ou des désirs sexuels. Aujourd'hui, on va dire que vous êtes mauvais parce que vous respirez de l'oxygène, puis ça amène à produire du gaz carbonique, ou vous êtes mauvais parce que vous utilisez un auto qui produit du gaz carbonique. Ça doit cesser. L'être humain est continuellement manipulé pour faire sentir coupable, pas correct, par rapport à des éléments élémentaires, par rapport à son fonctionnement biologique, que ce soit la sexualité ou le simple fait de respirer de l'oxygène qui amène à la production de gaz carbonique. Tout ça, c'est ridicule. Et ce qu'il faut voir, c'est que derrière l'agenda des changements climatiques, ça va à l'encontre du développement économique, mais ça va aussi à l'encontre des droits et libertés dans une optique de contrôle de la population mondiale. Dans le sens qu'au nom de la lutte au changement climatique, on peut vouloir contrôler les déplacements, munir les véhicules automobiles électriques de puces qui permettent de surveiller leur déplacement, leur distance pour limiter les déplacements des gens sur la route, les surveiller. Même chose pour les gens qui prennent l'avion. Donc, l'idée des changements climatiques et leur lutte peut être instrumentalisée au nom d'un agenda qui est mis de l'avant par des bien-pensants dans les médias de masse,
Mais en sourdine, derrière ça, c'est quoi en réalité l'objectif? C'est de contrôler les gens. Donc, contrôler les gens avec des mesures en disant on fait ça pour votre bien, c'est pour lutter contre les changements climatiques, qu'on vous limite dans vos déplacements en automobile, qu'on vous limite aussi dans vos déplacements en avion et qu'on vous impose d'acheter des autos électriques à partir de 2035 au Québec. On fait ça pour votre bien. On est des bonnes personnes. Ouais, mais derrière ça, il y a un lobby en lien avec l'industrie, dans le fond, par rapport à l'électricité qui est là. Il y a des intérêts économiques importants. Mais moi, ce que je dis, ce qui est intelligent, c'est que l'être humain ne vibre pas à la culpabilité. Qu'on arrête de faire sentir outragement l'être humain, le simple fait qu'il respire coupable, parce que la culpabilité est un poison pour l'âme. J'invente rien. Pendant que la personne est nourrie par des ruminations anxieuses sur la menace des changements climatiques par rapport à sa vie et la vie des autres, la personne n'est pas dans les ici maintenant et elle n'est pas disponible d'être pleinement présente à ce qui est et pleinement lucide aussi par rapport à ce qui se passe. Donc, par rapport à Donald Trump, eh bien, je le rejoins dans l'idée que l'histoire des changements climatiques essentiellement générés par l'être humain, c'est un canular. Mais il y a des gens qui vont dire qu'il est diabolique à cause de ça, parce qu'il met en danger par rapport à des changements irréversibles qui vont être occasionnés par la pollution dans les prochaines années. Donc, si on dépasse un certain nombre de degrés d'augmentation de la température, on va tomber dans un scénario catastrophe irréversible, selon certaines personnes du GIEC puis d'autres associations internationales de surveillance du climat et de lutte au changement climatique qui vont dramatiser la situation en disant que, dans le fond, on est aux deux doigts de l'apocalypse climatique. Là. Mais ce que je dirais, c'est qu'il ne faut pas sombrer dans les scénarios de peur anxiogènes, outranciers, parce qu'il n'y a pas d'intelligence là-dedans. Quelqu'un qui vibre à la peur, il est chevauché par l'astral. Et l'une des grandes forces de Donald Trump, c'est qu'il n'a pas peur de déplaire. Il n'a pas peur d'envoyer chier les médias. Il n'a pas peur d'envoyer chier, entre guillemets, l'élite intellectuelle américaine, des bien-pensants, des gens maniérés qui vont chercher avec des beaux propos, des beaux timbres de voix, à amener des idées qui cherchent à contrôler la population. Donc, Donald Trump, c'est un style de gestion qui est brut, qui est spontané, direct, qui peut être bête, qui peut être baveux, mais il va droit au but. Tandis qu'il y en a d'autres qui vont dire, on va lutter contre les changements climatiques en imposant des mesures importantes de contrôle des citoyens, mais on fait ça pour le bien de l'humanité, mais en réalité, ils ne veulent pas nécessairement faire ça pour le bien de l'humanité, ils veulent tout simplement contrôler les gens. Et c'est la même chose par rapport à l'immigration. Il y a des gens qui ont tout intérêt à ce que ce soit l'asile, que ce soit au Canada, aux États-Unis, avec des problèmes sociaux en relation avec des gens issus de l'immigration, puis qu'il y ait des conflits entre des citoyens. Pourquoi? Pour justifier la mise en place de mesures de répression politique et policière importantes, puis de contrôle des citoyens. Si d'un côté, il y a des gens qui veulent mettre en place une théocratie par amour pour Dieu, imposer le port du voile chez la femme, ensuite s'opposer à l'homosexualité, s'opposer par la suite à l'éducation laïque. Et puis de l'autre côté, tu as les membres du mouvement LGBTQ qui vont chercher à, dans le fond, faire la promotion de l'homosexualité, des transgenres, des transsexuels et que les hommes qui changent d'identité puissent aux Jeux olympiques, dans le fond, concourir comme des femmes à la course à pied ou faire de la boxe ou de la lutte. Là, on a comme deux polarités. Et c'est sûr que dans un esprit machiavélique, certains dirigeants de pays ont tout intérêt à ce qu'il y ait des tensions sociales en relation avec l'immigration grandissante. Pourquoi? Pour justifier et légitimer la mise en place de mesures de contrôle des citoyens, comme mettre en place des caméras partout, renforcement de la police. Pourquoi? Pour que les gens acceptent d'être contrôlés. Donc, on instrumentalise les désordres sociaux pour justifier des mesures plus grandes de contrôle
Et on va dire qu'on fait tout ça aussi au nom de l'inclusivité. On va vous dire bienvenue aux demandeurs d'asile, peu importe leur pays, leurs croyances, leur adhésion à des valeurs qui peuvent aller à l'encontre de la démocratie. Puis en même temps, on va faire la promotion des mouvements plus libéraux LGBTQ+, au sein du pays. Donc, et ça, c'est voulu, à quelque part. Mais si on regarde la situation en Angleterre, parce qu'il y a des troubles sociaux, parce qu'il y a eu à un moment donné un homme qui a poignardé des femmes qui étaient en petite tenue, qui écoutaient de la musique de Taylor Swift. Et par la suite, il y a des gens de la population qui sont opposés là, par rapport à l'immigration massive et se sont fait traiter de racistes, etc. Mais s'il y a des problèmes sociaux, il faut que les gens soient lucides par rapport à ça. Et ça a permis le dérapage social qui a eu cours en Angleterre il y a quelques semaines de mettre en place des mesures plus grandes de contrôle sur qu'est-ce que les gens peuvent dire ou non sur les réseaux sociaux, sur les médias, et ainsi de suite. Donc, ça permet de justifier et légitimer la surveillance des citoyens, ce qui est très bon dans l'optique d'un agenda de contrôle mondial, mondialiste. Donc, c'est ça. Tandis que Trump, s'il freine l'immigration illégale, il diminue les troubles sociaux, il va à l'encontre de cet agenda-là qui permet d'instrumentaliser les débordements associés à l'immigration illégale, puis de justifier les mesures de contrôle. Donc, ça permet plus de liberté. Mais, en même temps, Trump va être dépeint comme étant un monstre dans les médias de masse. Donc, je vais terminer l'enregistrement en disant que Donald Trump, avant d'adhérer à la thèse que c'est un ange ou que c'est un démon, ce qui est important, c'est de faire l'étude de son programme électoral, surtout qu'il a été élu, puis que dans les 4 prochaines années, il va essayer de mettre en place les mesures qu'il a fait la promotion pendant la campagne. Donc, en sachant vers où il veut se diriger, en ayant sa feuille de route, ça devient intéressant d'évaluer la pertinence ou non. En ce qui me concerne, Donald Trump, en fait, n'est ni un ange ni un démon, c'est tout simplement un être humain. Certes, un être humain imparfait, certes, un être humain qui est têtu, certes, un être humain qui a des visions polarisées par rapport à certains sujets, mais un être humain qui n'est pas nécessairement d'essence diabolique ou chaotique. Donc, je perçois pas que sa finalité, c'est de créer un chaos social. Par contre, l'être humain qui est Donald Trump peut être chevauché par des forces qui l'échappent malgré lui. Puis là, il y a des gens qui vont dire, c'est ça veut dire qu'il est astralisé, oui, à un certain niveau, comme beaucoup de nos politiciens en Occident. Mais on peut pas demander à Donald Trump de vivre la fusion avec l'esprit s'il n'y a pas nécessairement à vivre ça pour changer de taux vibratoire et qu'il soit, disons, un peu plus dégrossi. Mais en même temps, dans le fond, sa spontanéité fait en sorte que il n'est pas aussi hypocrite que d'autres politiciens. Et c'est sûr qu'il y a certaines personnes qui vont trouver rafraîchissant le fait que ce politicien n'a pas le langage de bois, le beau parler technique que d'autres politiciens qui sont bien présentés dans les médias avec des beaux discours, mais qui sont extrêmement fourbes et hypocrites envers leur peuple et qui vont trahir les États en fait, les pays qui les ont élus, entre autres en les endettant massivement, tout en disant qu'ils sont là pour favoriser la croissance économique de pays. Donc, des fois, il y a de l'hypocrisie aussi. Donc, Donald Trump, je le vois comme un individu plutôt yang, une espèce de char d'assaut qui fonce dans le tas, qui a de la volonté pour mettre en place des mesures importantes aux États-Unis dans les prochaines années, les prochains mois. Pour ce qui est des résultats de ces actions, on les évaluera en temps voulu. Donc, après le mandat, on verra qu'est-ce qu'il y en est. Pour ce qui est du mandat qu'il y avait eu en 2016, pendant sa présidence, il a déclaré la guerre et extendu la guerre entre les États-Unis et d'autres pays sur aucun autre front. Donc, si on regarde les faits, ça a été en tant que tel un président de paix. Dans le sens qu'il n'a pas déclaré d'autres conflits avec d'autres pays, créer de nouveaux conflits.
Mais on s'appuiera sur les faits pour juger qu'est-ce qu'il y en est vraiment. Donc, ça va être un dossier à suivre. Pour ma part, naturellement, je ne le vois pas comme étant le messie, le sauveur de l'humanité. D'ailleurs, c'est une vision très naïve, que l'individu s'occupe de se sauver lui-même, d'être bien dans sa peau par lui-même, qui n'attend pas que ce soit le président des États-Unis qui crée un nouvel ordre mondial. Pour cela, c'est à la personne de s'occuper lui-même. Il ne faut pas qu'il voit à travers l'arrivée à la présidence des États-Unis de Donald Trump une bouée de sauvetage qui va compenser pour son manque d'identité. C'est un individu à savoir d'agir par lui-même, puis en même temps, il ne faut pas faire des crises d'anxiété ou de la climato-anxiété par rapport au fait que Donald Trump est élu, là. Donc, ça ne sert à rien de vivre de l'anxiété climatique. De toute façon, l'anxiété climatique, c'est une création médiatique. Puis de certaines personnes qui cherchent à tirer profit de sentiments qui astralisent les gens, qui les alourdissent pour leur dire quoi faire. Parce que tant que la personne vibre à l'émotivité, elle n'est pas nécessairement disponible sur le plan intellectuel pour faire une évaluation rigoureuse, puis elle n'est pas non plus disponible à capter la vibration de l'esprit, le feu de l'esprit, puis être dans un état de colère mentale, de contestation, de qu'est-ce qui est dit pour en faire une étude, une exploration, pour voir qu'est-ce qui est réel ou pas, et de départager les choses. L'exercice de départager les choses par rapport à l'agenda politique de Donald Trump et son agenda électoral, c'est très rare les gens qui font l'exercice d'évaluer tout ça par eux-mêmes, par leur conscience, de commenter aussi. Très, très rare. Pourquoi? Parce que souvent, les gens sont paresseux puis ils aiment croire. Ils aiment croire qu'est-ce que disent les médias, ils aiment croire qu'est-ce que disent, que ce soit les médias de masse ou les médias alternatifs, puis que leur pensée, ça soit du copier-coller. Plutôt que l'activité d'un acte individuel d'évaluation. Ça prend de l'énergie, ça prend du temps. Là, ça fait au-dessus de 45 minutes que je fais l'enregistrement, où j'ai passé plusieurs minutes à évaluer Donald Trump. Et ce que je dirais, sinon, pour compléter l'enregistrement à l'égard de Donald Trump, bien, à savoir si ces politiques vont être catastrophiques et plonger l'humanité dans le chaos, ou au contraire, ça va représenter le salut économique de l'humanité et des États-Unis, on verra. On verra qu'est-ce qu'il en sera dans les 4 prochaines années. Donc, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt. Au revoir.